Je suis très heureux d'être là et de participer aux échanges. C'est pas la première fois qu'on échange avec David Carassus. Je le remercie d'avoir invité la ville de Bordeaux pour poursuivre les échanges. Nous sommes très soucieux à Bordeaux d'échanger avec les universitaires sur les questions de performance. On a eu l'occasion aussi d'en discuter dans un colloque à Bordeaux il y a un an, notamment du sujet de la performance publique-privée, les comparaisons entre les démarches publiques et privées que tu évoquais tout à l'heure. Moi, je vais simplement vous faire un retour d'expérience de ce que l'on fait à la ville de Bordeaux depuis 2007. C'est pas un modèle, mais c'est simplement, voilà, l'idée c'est de vous exposer un peu notre approche du sujet de la performance, l'approche de 2007 à aujourd'hui, et il se trouve que cette année, on essaie de faire évoluer notre démarche du fait d'une évolution institutionnelle. La ville de Bordeaux est dans un contexte institutionnel particulier cette année. La loi sur les métropoles nous touche directement, c'est-à-dire qu'au 1er janvier 2015, la communauté urbaine de Bordeaux deviendra une métropole. Et avant même le 1er janvier 2015, la communauté urbaine de Bordeaux va voir ses compétences augmenter. Donc elles ont déjà augmenté de droit. De fait, c'est en cours, mais une évolution institutionnelle très forte. La deuxième évolution, c'est une évolution financière que nous ne sommes pas les seuls à connaître, une contrainte budgétaire très forte qui s'accélère. Et donc il faut voir dans quelle mesure notre démarche de performance initiée en 2007, qui n'était pas une démarche d'abord budgétaire, voir dans quelle mesure elle va être influencée par ce contexte budgétaire très difficile pour les prochaines années. Donc, quelques mots sur notre démarche de performance. Elle a donc été initiée en 2007. Madame Young évoquait tout à l'heure la question de l'évaluation. Elle a été initiée à la suite d'une évaluation de l'état de la ville de Bordeaux en termes de gestion à l'époque, en termes de transversalité, de culture d'objectifs, de culture d'évaluation, de transversalité, c'était très important. Donc à la suite de cette évaluation qui avait été faite par des élèves de l'INET, la ville de Bordeaux s'est dit on va se lancer dans une démarche de performance en se disant on va s'inspirer du cadre de la LOLF, cette fameuse loi de 2001 qui a rénové la gestion de l'État. En deux mots, une approche par politique publique qui est le support d'une gestion par objectif et de l'évaluation. Pour résumer très vite cette loi, donc nous, on a estimé que cette fameuse LOLF était un cadre très intéressant pour améliorer notre gestion. Quelques présupposés, quelques convictions qui nous ont animés dès 2007. La démarche de performance n'est pas une démarche financière, c'est pas une démarche de contrôle de gestion, c'est une démarche stratégique, et on va le développer tout à l'heure. C'est une démarche politique. La performance n'est pas le sujet de quelques directeurs financiers ou du contrôle de gestion. C'est un peu la fonction que j'occupe aujourd'hui, mais je suis convaincu que c'est pas simplement mon affaire. La performance est une question politique. Et donc c'est comme ça qu'on a essayé d'aborder le sujet. Deuxième conviction, la performance, pour être durable, c'est une question managériale. On peut se faire plaisir en définissant des objectifs entre élus et services. Si on ne mobilise pas toute l'organisation autour de ces objectifs, ça n'ira pas très loin. Donc c'est facile à dire, c'est compliqué à mettre en œuvre, mais on avait au moins cette conviction dans la définition de notre démarche. Deux convictions encore. On a essayé de relier la démarche de performance et la démarche de transparence. Alors là, c'est plutôt l'esprit de la LOLF, avec ses réussites et ses difficultés, se dire qu'il faut avoir une approche par politique publique pour définir de bons objectifs. Il faut avoir une approche non plus par direction, mais par politique publique. Et avoir cette approche par politique publique, ça permet de mieux dialoguer avec le citoyen, puisqu'on a une vision, un budget beaucoup plus lisible. Et donc, c'est plus simple de discuter avec le citoyen. Et à l'inverse, on doit rencontrer le citoyen pour définir nos objectifs. Donc voilà quelques convictions. Dernière conviction, une approche globale de la performance. Je vous le disais, on est dans une démarche d'adaptation de la LOLF. Donc le F de LOLF, c'est finance. Donc on savait que c'était un point important, mais notre point d'entrée, c'était de se dire que pour que notre démarche de performance soit durable, il fallait mobiliser toutes les fonctions ressources. Je le disais, ce n'est pas qu'une question financière, la performance, mais il fallait mobiliser la question des achats, l'immobilier. Monsieur Cabane évoquait le patrimoine immobilier des collectivités. C'est un point très très important d'une démarche de performance d'une collectivité, la démarche de stratégie immobilière. Donc nous, ça a été un point très important dans notre démarche que je ne vais pas développer ce matin, mais juste pour vous dire que voilà, la démarche de performance, elle mobilise toutes les fonctions ressources. J'en oublie une qui est très importante, c'est les ressources humaines. Je parlais de management, évidemment, quand on a des objectifs, il faut s'efforcer de les décliner à tous les niveaux et de mobiliser tous les agents autour de ces objectifs.
Dernier point d'introduction, mobiliser toutes les fonctions ressources, mobiliser également tous les niveaux de l'organisation. Je le disais, la démarche n'est pas qu'administrative, ça veut dire que le point d'entrée, ce sont les élus. Ce sont eux qui doivent fixer les objectifs avec l'appui de l'administration, avec les propositions faites par l'administration. Mais on ne peut pas aller loin si on n'a pas une entrée par le haut, une entrée par les élus. Et donc c'était le premier point d'entrée. Ensuite, bien sûr, les cadres et les cadres intermédiaires qui sont parfois négligés dans les démarches de performance, alors que ce sont eux qui font le lien entre la stratégie et l'opérationnel. Donc c'est là que ça passe, la performance. C'est là encore facile à dire, difficile à mettre en œuvre, mais on avait cette conviction-là, et bien sûr les agents qui sont les porteurs au quotidien de la démarche de performance. Donc je vais vous illustrer un petit peu ces quelques convictions pour vous présenter notre démarche très vite, avant de voir comment elle va peut-être évoluer dans les prochains mois. Je le disais, on est dans une démarche par politique publique. Donc c'était notre premier travail, ça a été de définir les politiques publiques de la ville de Bordeaux. Alors vous les découvrirez dans la diapo suivante. Il n'y a pas de surprise en soi. Quand on découvre les politiques publiques de la ville de Bordeaux, on se dit, bon, il n'y a pas de surprise, c'est ce que fait une grande ville de manière générale. Pour autant, on peut être sûr que la ville de Nantes, la ville de Toulouse, de Strasbourg n'auraient pas fait tout à fait les mêmes choix. Donc définir les politiques publiques, c'est déjà marquer des choix, marquer une stratégie, marquer la particularité d'un territoire. Ces politiques publiques, je le disais, on est dans une logique transversale de décloisonnement. Ce n'est pas l'organigramme. C'est l'intérêt de la démarche, c'est de dépasser totalement l'organisation et de réfléchir en termes de finalité. Quelle est la finalité de ma collectivité vis-à-vis du territoire, vis-à-vis des usagers? Quelle est la raison d'être de mon action? Et ça a été le critère de distinction de nos différentes politiques publiques. Cela nous a donc amené à rapprocher des directions qui sont dans des directions générales différentes et de les mettre dans les mêmes politiques publiques. Vous voyez où je veux en venir? Il s'agissait d'organiser la confrontation, la rencontre du moins, entre des directions qui ne se parlent pas beaucoup, mais qui contribuent à la même finalité, à la même politique publique. Un exemple qui est le plus parlant, la politique d'attractivité et de rayonnement, qui est très importante à Bordeaux, parce une partie du territoire est classée à l'UNESCO, en fait, c'est un point important dans notre collectivité. Un premier secteur, le patrimoine urbain. On est sur tout ce qui est ravalement, notamment. Donc c'est la Direction générale de l'aménagement qui porte ce secteur. Le secteur patrimoine culturel, il y a deux entités qui sont derrière ce secteur. Bien sûr, la Direction générale des affaires culturelles, pour tout ce qui est rayonnement culturel, rénovation des monuments historiques, journée du patrimoine. Donc voilà, il y a de l'investissement, il y a de l'animation. Et puis dans ce secteur, il y a également les mises en lumière. Les mises en lumière, c'est au service technique. Mais il contribue à la même politique publique que la Direction générale des affaires culturelles. Je ne vous livre que des évidences ce matin, mais c'est en discutant avec les services qu'on a pu construire cette approche par politique publique totalement décloisonnée et qu'on a pu organiser ensuite cette rencontre pour des objectifs en commun. Secteur tourisme, dernier secteur qui est encore dans une autre partie de l'organisation. Ça vaut également pour la gestion où l'immobilier est partagé entre plusieurs directions de la ville. Il s'agissait de les faire se rencontrer pour définir des objectifs en commun. Je passe très vite sur la segmentation. Voilà, vous découvrez les 10 grandes politiques de la ville. Elles sont quasiment toutes transversales. Mais le plus important, oui, on peut passer à la diapo d'après. Pour illustrer la démarche, quand on a bâti ce découpage par politique publique, qui dépasse vraiment l'organisation, l'organigramme, on a organisé dès 2007 la rencontre entre les élus et les services, et entre les services entre eux, autour de ces objectifs. On va mettre toutes les diapos. Donc ça, c'est le système qui existe depuis 2007. Et j'évoquerai tout à l'heure, je vais revenir en arrière. On est en train de faire évoluer ce système. Donc je vous présente le système actuel. Je le disais, on part d'en haut. Donc quels sont les grands objectifs qui nous semblent importants pour l'année suivante? Donc c'est défini en juin-juillet. Et ensuite, au mois de juillet, on organise une rencontre entre les élus et les services, adjoints ou conseillers municipaux délégués. Et les services, ce ne sont pas que les DG directeurs, pour reprendre la question du management, ce sont aussi les cadres intermédiaires qui sont parfois responsables de secteur. On se moque de leur position dans l'organigramme. L'important, c'est qu'ils soient vraiment en responsabilité sur le secteur. Et on organise cet échange sur les objectifs par rapport à ce qui peut être proposé l'année suivante en fonction de l'environnement de la collectivité, des objectifs des collègues d'autres directions.
Donc une réunion, 5 grosses réunions en fait, pour échanger sur ces objectifs. Cette démarche-là est suivie bien sûr par l'arbitrage budgétaire. Notre démarche, forcément, elle s'appuie sur le cycle budgétaire qui rythme la vie de la collectivité. Et donc il s'agissait, dans la philosophie, vous le voyez bien, et c'est l'esprit de la LOLF, déterminons ce que nous voulons faire et ensuite on va caler le budget en fonction de ces orientations. Évidemment, en orange, la partie démocratique, ce qui est évoqué au conseil municipal. Depuis 2007, on a des rapports, notamment un rapport du budget, beaucoup plus lisible qu'auparavant, puisqu'il est présenté par politique publique, et ça a été apprécié dès 2007 par les élus de la majorité et de l'opposition. Sans surprise, en N+1, on se retrouve pour évaluer ce qui a marché ou pas, et donc on organise un dialogue sur les objectifs et l'atteinte de ces objectifs à la fin du printemps. Ça, c'est un cycle annuel, un rythme annuel, qui correspond donc à certains types d'objectifs annuels, en complément, puisque la démarche de performance elle a plusieurs dimensions et plusieurs dimensions temporelles. On a des objectifs annuels, infra-annuels, qui vont assez naturellement être mesurés par des indicateurs. En revanche, on a des objectifs de moyen long terme qui vont plus naturellement être évalués par l'évaluation des politiques publiques que vous découvrez en bas de diapo. Chaque année, on évalue entre 2 et 4 politiques publiques. On les fait évaluer, en l'occurrence, par des cabinets extérieurs. Et le calendrier n'est pas anodin. En juin-juillet, ces évaluations sont terminées, c'est-à-dire qu'il s'agit d'alimenter les objectifs de l'année suivante lorsqu'on se revoit en juillet. Donc on n'a pas mis l'évaluation à part, l'évaluation de politique, on l'a intégrée vraiment à notre cycle de pilotage. Et ça, c'est important d'avoir une démarche totalement intégrée pour alimenter la décision. Notre démarche, vous le comprenez, c'est d'essayer d'atteindre un objectif de la performance, un des éléments de définition de la performance. La performance, c'est la capacité à prendre des décisions en connaissance de cause. Donc notre préoccupation, ça a été de donner un maximum d'éléments pour prendre de bonnes décisions, avec un maximum d'informations, une confrontation de points de vue. Alors, je vous le disais, les choses sont en train d'évoluer. Ça fait 7 ans qu'on est dans cette démarche et on s'est rendu compte qu'il y avait des points d'amélioration. Un des points d'amélioration, c'était le lien entre objectif et budget. Il est a priori naturel, le cycle, le calendrier que je vous ai présenté doit organiser ce lien entre ces deux dimensions, mais les choses sont assez imparfaites. C'est pour ça que, là encore, nous avons fait faire une évaluation de la démarche. J'ai demandé à des élèves de l'INET de venir pendant 3 mois dans la collectivité pour évaluer la démarche. On était en fin de mandat, c'était l'occasion de voir comment on peut améliorer les choses. Donc on a fait une évaluation très participative auprès des élus, DG, directeurs, des cadres, un questionnaire très large auprès des managers avec un bon taux de retour de 40%, qui ne paraît pas énorme, mais les personnes qui font des questionnaires d'évaluation savent que c'est toujours compliqué d'avoir un taux de réponse. Donc là, un taux de réponse satisfaisant qui montrait un certain intérêt pour la démarche, un benchmark, c'est-à-dire qu'ils sont allés voir d'autres collectivités qui s'intéressent à ces démarches de performance un peu stratégiques. Ce qu'il en ressort, c'est l'adhésion à la démarche. C'est un progrès d'avoir une approche par politique publique. C'est un progrès par rapport à avant d'avoir une culture d'objectif, d'évaluation. Donc ça, la collectivité a progressé par rapport à 2006, où il n'y avait pas cette culture d'objectif, pas cette culture d'évaluation. Un point d'amélioration, c'est vraiment améliorer le lien entre objectif et budget. Il n'était pas encore totalement réalisé. Nous sommes donc en train de faire évoluer les choses. Alors, je ne vais pas annoncer encore les choses que je viens de proposer à la direction générale. Je vais simplement vous annoncer mes propositions. Je prends ce risque-là. Un des enjeux, et notamment vu la contrainte budgétaire, c'est de rapprocher la démarche par objectif et la démarche budgétaire. Donc la démarche par objectif, on pourrait l'imaginer non plus en juillet mais en septembre, juste avant les arbitrages budgétaires. Ça permettrait vraiment de relier les deux échanges et de commencer déjà à parler un peu de budget lorsqu'on parle d'objectifs. Surtout, le vrai changement, c'est d'avoir une approche globale du budget. Là encore, je livre des évidences, mais il faut qu'on revoie notre arbitrage. Concrètement, vu la contrainte budgétaire, il faut que lorsqu'on parle d'arbitrage budgétaire, on évoque tous les sujets. Et en même temps, le fonctionnement, les crédits de fonctionnement, la masse salariale, l'investissement, les subventions, c'est peut-être déjà en place dans certaines collectivités. Pour nous, ce n'est pas le cas. On a un arbitrage qui est un peu cloisonné. Ma direction évaluation et performance s'occupe aujourd'hui de l'arbitrage sur les subventions aux associations. La direction des finances s'occupe des arbitrages sur le fonctionnement, l'investissement
Et la direction des ressources humaines aborde bien sûr les questions de masse salariale, notamment de recrutement. On a un arbitrage qui est un petit peu cloisonné. Alors qu'on sait bien que, vu la contrainte budgétaire, là encore, c'est en évoquant investissement et fonctionnement qu'on aura un arbitrage riche, qu'on pourra se dire attention, tel investissement, ça a des coûts de fonctionnement derrière. On a peut-être des choix à faire entre subvention ou fonctionnement interne en régie. Voilà, ce sont ces arbitrages-là que nous devons susciter dans les prochaines années. Et donc, nous sommes en train d'organiser cet arbitrage beaucoup plus global et donc beaucoup plus riche, je l'espère. Donc ça, c'est en cours. J'évoque simplement cette proposition et quand je serai invité à Pau, j'espère pouvoir dire qu'elle a été mise en place et je pourrai la critiquer et dire qu'il faut encore que les choses évoluent. Donc vous voyez l'évolution de la démarche de 2007 à 2014, une approche stratégique. D'abord, donner du sens. On n'a pas eu une entrée par les outils. On ne s'est pas dit il faut qu'on ait 50 indicateurs pour engager notre démarche de performance. Une entrée par le haut. Décider en connaissance de cause, définir une stratégie, donner du sens. Ensuite, mobiliser toute l'organisation autour d'objectifs partagés, autour d'une culture d'objectifs et d'évaluation. Et donc, deuxième étape, la refonte des arbitrages budgétaires pour relier objectifs et budget. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Un dernier point pour fixer les perspectives. Dans quelle mesure cette démarche, donc une démarche plutôt stratégique, managériale, une démarche plutôt de pilotage, dans quelle mesure elle va être influencée par la contrainte budgétaire? Elle nous touche à Bordeaux comme ailleurs. Comment on va pouvoir aborder cette question-là? Certes, il va falloir développer des démarches d'optimisation, c'est-à-dire trouver des économies dans tous les domaines. Il va falloir avoir une entrée très économique, très financière de notre action. Ça, c'est incontournable. Donc, dans ma direction, nous avons des cadres qui sont en mesure de répondre à ces questions. On a essayé de constituer une direction. C'est une jeune direction qui a été créée en 2012, avec, je crois, les différents métiers qui permettent de répondre à ces questions. Des contrôleurs de gestion, en charge des questions de pilotage, de calcul de coûts, des cadres en charge du conseil en organisation, sur les processus, sur l'évaluation des politiques publiques, sur la qualité. On a 6 personnes en quelque sorte au service performance interne qui sont en mesure de répondre à des questions diverses de la part des directions. Donc ça, c'est une démarche incontournable. Il va falloir mobiliser toutes les compétences pour chercher des économies. Pour autant, est-ce qu'il faut passer d'une démarche stratégique à une démarche, pour aller vite, une démarche RGPP, on va faire des coupes dans les budgets? Certes, il va falloir engager cette démarche-là, mais je crois que ce serait une erreur de perdre l'entrée stratégique. Et je crois qu'il y a 2 questions qui vont se poser de plus en plus aux collectivités dans les prochaines années. Ils vont devoir mobiliser leurs outils à cette fin. C'est quel est le juste périmètre de mon intervention? Quelle est ma valeur ajoutée? Dans quel périmètre politique publique je dois intervenir? Et deuxième question, lorsque j'interviens, quelle est la juste qualité de mon intervention? Je crois que ce sont deux questions importantes et qui sont à nouveau des questions stratégiques. Sur la pertinence de l'intervention, on est en plein débat sur la question de la clause générale de compétences dans les collectivités, notamment dans les départements et régions. À ce jour, ce débat n'a pas évolué d'un point de vue institutionnel, d'un point de vue législatif. Donc on a un maintien de la clause générale de compétences. Donc les collectivités peuvent intervenir dans beaucoup de domaines, et notamment les communes qui interviennent dans de très larges domaines. Donc aujourd'hui, il appartient à chaque collectivité de définir le juste périmètre de son intervention, à défaut de définition législative très contraignante. Alors comment on peut aborder ce sujet? L'évaluation des politiques publiques que nous avons mise en place en 2008, c'est un premier élément. L'évaluation des politiques publiques, sans rentrer dans le détail, ça sert à déterminer finalement la plus-value de ma collectivité par rapport à d'autres acteurs. Dans tel ou tel domaine, je m'interroge sur la pertinence de mon intervention par rapport à d'autres acteurs publics, par rapport à des acteurs privés, associatifs, entreprises, la société civile de manière générale. L'évaluation de politique publique, au-delà de l'évaluation de l'efficacité et de l'efficience, elle sert finalement d'abord à ça, et on peut espérer que demain elle servira essentiellement à ça, de déterminer si je suis légitime à intervenir dans ce domaine-là. Pour alimenter cette évaluation, et au-delà des évaluations, il va nous falloir toujours mieux connaître les usagers, le territoire. Et donc tous les outils de mesure et de connaissance de nos usagers, de notre territoire, vont devoir être mobilisés dans les prochaines années. Là encore, on y travaille depuis un an et demi à Bordeaux, et avec des élèves de l'INET, c'est une habitude chez nous, sur la question de la construction d'un outil de veille sociale. Comment mesurer
en quelque sorte le bien-être, enfin les différentes dimensions de bien-être à Bordeaux. On a identifié 9 dimensions et on est en train de mettre en place. J'ose à peine utiliser le terme d'observatoire, parce qu'on veut que ce soit un outil au service de la décision, donc assez opérationnel, mais mesurer un peu l'évolution de la population du territoire. La ville de Bordeaux est une ville qui évolue très vite. Est-ce que nos politiques publiques se sont adaptées à ces évolutions? Pas sûr. Donc il faut qu'on qu'on mette en place un outil pour suivre les usagers et le territoire. C'est un premier point. Le deuxième point, c'est quand on intervient, quel est le juste niveau de nos interventions? Il s'agit de dépasser le choix entre l'abandon et le développement d'une compétence. Certes, on devra sans doute abandonner des champs de l'action municipale, et c'est vrai pour les autres collectivités. C'est certainement un point important. Pour autant, quand on intervient, il faut aborder la question de la juste qualité de notre intervention. Pour cela, il faut déterminer le coût global de mon intervention. Je l'évoquais tout à l'heure lorsqu'on parlait d'arbitrage. Combien coûte la construction d'un équipement en coût global, le coût de fonctionnement induit, et notamment dans le temps, la maintenance, etc. Surtout, c'est une question d'arbitrage. On va de plus en plus dans les collectivités devoir se poser la question du juste niveau de qualité en investissement et en fonctionnement. Ça vaut pour la construction d'un équipement, mais ça peut valoir pour la restauration scolaire, par exemple. Quel est le juste niveau de qualité de mon intervention? Alors ça rejoint un débat qui est aujourd'hui un débat national sur la profusion des normes qui s'imposent aux collectivités. C'est un débat légitime. Les collectivités subissent de plus en plus de normes, ce qui renchérit leur action. C'est incontestable. Il y a beaucoup de rapports sur le sujet, le rapport Lambert notamment. C'est incontestable. Pour autant, ça ne doit pas exonérer les collectivités de leurs responsabilités. Les collectivités aussi sont amenées à définir en quelque sorte des normes de qualité peut-être excessives. Et il y a parfois un risque inflationniste à définir un maximum de précautions, de normes internes par rapport aux besoins réels. Et ça, c'est un enjeu très important. Les normes, ce n'est pas simplement les normes qui s'imposent, qui viennent de l'État ou de l'Europe, ce sont aussi les normes que les collectivités s'imposent à elles-mêmes et qui renchérissent leurs interventions en investissement, en fonctionnement. Donc c'est un enjeu très important d'organiser le dialogue sur le juste niveau de l'intervention de la collectivité, le juste niveau d'un investissement. C'est un enjeu de pilotage, donc on revient à une question stratégique. Comment la décision est-elle prise? Qui décide du juste niveau de qualité de tel et tel équipement? Comment la décision est-elle prise? On revient vraiment à une question stratégique. Donc on voit bien que la contrainte budgétaire nous ramène, je le crois, à une question stratégique et à une question managériale. Je vous remercie. Merci. Préparez vos questions, je pense que normalement il doit être nombreuses. Je laisse la parole à Christophe Favoreux pour faire des éléments de lien à la littérature, au concept, et ensuite on embrayera sur des questions. Donc, bonjour à tous. Alors je vais essayer de faire vite puisque David m'a encore réduit mon temps de parole. L'idée de cette intervention, c'était un peu de souligner, à partir de la présentation de Benoît, à partir du cas de Bordeaux, de souligner un peu les points clés, les enjeux liés à l'innovation stratégique dans le secteur public, et de manière à servir de base pour des discussions, des échanges, et à relier ceci par rapport à la théorie, pour montrer que finalement entre recherche théorique et entre problématiques théoriques et les besoins, les demandes des praticiens, il y avait un lien, il n'y avait pas un cloisonnement entre les deux. Alors très rapidement, simplement l'innovation stratégique, j'avais un slide mais j'ai supprimé. Déjà, c'est un concept qui est relativement récent, à la fois dans le public mais aussi dans le privé, puisque la notion d'innovation stratégique pour les entreprises, on en parle au début ou au milieu des années 90. Ça traduit un profond renouvellement de la valeur créée pour le client et de l'architecture, de ce qu'ils appellent l'architecture de valeur, de la manière de créer cette valeur. Dans le secteur public, c'est un phénomène ou un concept extrêmement récent. Alors, par rapport à ce qui se passe à Bordeaux, on peut voir que finalement, la notion d'innovation stratégique, David avait repris une des formules ou une des définitions sur la question de nouveauté, des pratiques, des idées en général. Donc, l'innovation stratégique, c'est principalement la diffusion de nouvelles idées, de nouvelles pratiques, à la fois dans le contenu des politiques publiques, donc on se situe au plus haut niveau, mais aussi dans la manière de concevoir, de mettre en œuvre, d'évaluer
ces politiques publiques. Donc il y a deux champs d'innovation possibles, c'est ce qui est traduit ici, les deux niveaux d'innovation, à la fois sur la partie contenu, à la fois sur la partie processus de conception et de mise en œuvre. Alors nous, il est vrai, et moi c'est un sujet qui me tient à cœur, puisque j'avais fait ma thèse au début des années 90 sur les démarches stratégiques des collectivités locales, et notamment sur la partie méthodo. Et la partie méthodo, c'est à la fois l'innovation au niveau des diagnostics territoriaux, le fait que finalement, et je pense qu'il y a un certain nombre de collectivités, c'est assez intéressant de voir que la segmentation, très souvent, elle se fait à partir de l'existant. C'est un peu de la rationalisation a posteriori. Quelles sont les évaluations ex-ante qui ont été menées, qui permettent finalement de définir un certain nombre d'objectifs, de prioriser l'action. Et il est vrai qu'à ce niveau-là, les méthodologies d'analyse, que ce soit du diag interne, du diag externe, de l'évaluation des parties prenantes, et souvent, cette partie-là est souvent manquante. Et là, c'est un champ d'innovation, à mon sens, qui est important. La formulation, on l'a vu dans la manière de formuler des politiques en termes d'objectifs, de priorités. Et là se pose la question, ce que tu disais David, c'est-à-dire quels critères de décision, comment on peut prioriser avec tous les risques qu'il y a en matière de priorisation, et est-ce qu'on va jusqu'au bout? La priorisation, ça veut dire mettre de côté certaines politiques publiques, éventuellement les écarter, est-ce qu'on va jusqu'au bout de la logique stratégique qui prévaut dans le privé? Ça, c'est assez compliqué. Et puis il y a la partie innovation sur la mise en œuvre. L'évaluation. Alors, d'abord la mise en œuvre, on le verra. Est-ce qu'on est dans une mise en œuvre finalement purement interne, participative? Quel type de gouvernance? Et puis l'évaluation aussi. Quel type d'indicateurs, quel type de tableau de bord? Donc, deux champs d'innovation au niveau stratégique pour les organisations publiques. Et ce que montre le cas de Bordeaux, c'est-à-dire qu'à la fois on est dans l'innovation de contenu et à la fois dans l'innovation de process, dans la manière de formuler les politiques publiques et après dans la manière de les mettre en œuvre. Autre élément qui apparaît dans le cas, qui est assez intéressant, c'est-à-dire que dans ces démarches stratégiques, dans cette innovation stratégique, vous avez des finalités multiples finalement. À la fois des logiques effectivement d'amélioration de l'efficience, de l'efficacité, et là ça répond aux demandes, aux exigences actuelles liées aux contraintes budgétaires, mais aussi une logique d'accroissement de la visibilité, de la lisibilité des politiques publiques. Et puis un dernier point moi qui m'intéresse particulièrement, ce que j'avais observé dans les cas de Lyon, dans les cas de Barcelone, puisque à l'époque quand je travaillais sur ces démarches stratégiques, les villes qui étaient innovatrices étaient ces deux villes-là principalement, à travers Lyon 2010 et le fait que finalement, ce qu'on m'expliquait, ce que je voyais, c'est que le processus dans ces démarches compte davantage que le résultat du processus, à savoir le plan stratégique. C'est-à-dire que ces démarches permettent un décloisonnement des services, des visions, permettent de créer des sentiments d'appartenance, à la fois territoriaux. Et donc ça, c'est un élément qui ressort aussi de la littérature énormément, en termes de ce qu'on appelle le management stratégique public, c'est-à-dire que finalement, ces démarches permettent de construire des compétences qui, à terme, permettront d'améliorer l'efficacité publique. Mais si on essaye de mesurer le lien direct, ça c'est beaucoup plus compliqué. Et ce qui me semblait voir à travers la démarche de Bordeaux. J'accélère. Les questionnements et les enjeux, et ça aussi c'est intéressant ce que dit Benoît, c'est-à-dire qu'aujourd'hui quand on regarde un certain nombre de pays dits en avance, États-Unis, Angleterre, et là je cite Moignan, qui montrent que les démarches stratégiques de type l'adaptation de la LOLF aux États-Unis ou l'inverse qui était la GPRA, quand on va en Angleterre aussi, aujourd'hui, un certain nombre de critiques qui sont faites en disant finalement, on s'aperçoit qu'il y a un trou, un gap entre d'un côté la stratégie et d'un autre côté la gestion budgétaire, la gestion opérationnelle. Donc on fait des plans stratégiques, mais sur la partie mise en œuvre, sur la partie évaluation, il n'y a aucun lien, peu de lien. Et donc même aux États-Unis, où on nous a vanté justement la mise en place de ces démarches stratégiques au niveau fédéral, on a cet élément-là. Et ce qui semble ressortir un peu, cette difficulté à lier la partie budgétaire, opérationnelle à la partie stratégique. Le deuxième point, c'est aussi où est-ce qu'on va, c'est l'adaptation de la structure organisationnelle. C'est-à-dire que si on raisonne de manière transversale, il va falloir adapter aussi les structures, la gestion en mode projet. Et là aussi, on voit souvent un décalage entre cette partie stratégique, cette approche transversale, et la partie structure organisationnelle. Et le dernier point aussi qui ressort dans les dernières études, c'est le décloisonnement qu'il y a entre la partie management stratégique et le management par la performance. Et là aussi, on en discutait, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit aujourd'hui que dans un certain nombre d'organisations publiques, on a de l'évaluation, mais on n'a pas de boucle de rétroaction par rapport à la partie stratégique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de remontée d'informations. Donc on a l'impression qu'on fait de l'évaluation pour de l'évaluation, mais ce lien avec la partie, justement, repenser tout ce qui est évaluation ex ante ou ex post, repenser les objectifs, repenser les politiques publiques, là aussi c'est un couplage qui est à faire et sur lequel il y a énormément de travail. Je vais finir sur un dernier point, peut-être pas le tableau. Ce qui m'intéresse ou ce qui interpelle aussi, ce qui m'interpelle à travers le cas de Bordeaux, et c'est un champ de recherche assez important, c'est quels sont, alors vous avez deux types de recherche aujourd'hui, sur quels sont les freins, les risques liés, et on en parlait tout à l'heure, les risques liés à l'innovation stratégique.
Le deuxième champ de recherche, c'est quels sont les facteurs qui favorisent l'implantation, la diffusion, l'appropriation de ces démarches. Sachant que dans la littérature, on différencie plusieurs phases. L'adoption, puis l'utilisation d'une innovation, et souvent on reste à la première phase de l'adoption, et très peu d'utilisation, puis après l'institutionnalisation. Et selon ces phases, les critères, les déterminants sont relativement différents. Et donc vous avez un certain nombre d'auteurs qui ont travaillé sur les déterminants externes, le contexte, est-ce que le contexte, et on a travaillé là-dessus d'ailleurs, on a des papiers qui sont sortis là-dessus, est-ce que le contexte détermine ou explique pourquoi certaines collectivités locales sont plus innovantes que d'autres? Est-ce que c'est le contexte politique, économique, financier? Ou est-ce que ce sont des déterminants internes? La structure, la culture, le rôle des agents du changement. Et juste pour info, et ce qu'on avait vu dans nos papiers, mais ce qui semble être un résultat généralisé, c'est que les déterminants internes sont beaucoup plus importants que les déterminants externes. Ce qui est positif, c'est-à-dire qu'on n'est pas déterminé par son contexte. Et là, il y a un grand champ de recherche, et je pense que le cas de Bordeaux est intéressant, puisqu'il y a une expérience. Ça fait plus de 7 ans. Essayer de comprendre quelle est la dynamique d'innovation et de diffusion des innovations dans les organisations publiques. Et on pourra discuter là-dessus, quels ont été les facteurs qui le favorisaient, quels ont été les facteurs de blocage, quelles sont les limites, les risques culturels aussi. L'innovation, c'est une perturbation, c'est un changement. Surtout si cette innovation n'est pas incrémentale, mais au contraire une innovation de rupture. Dernier point, je ne vais pas passer ça, David. Dernier point. Il y a quelque chose qui est très à la mode aujourd'hui dans la littérature, dans la recherche académique, c'est ce qu'on appelle l'innovation collaborative, qui existe dans le monde privé, c'est en fait l'innovation ouverte. Et c'est un modèle d'innovation à la fois stratégique, c'est-à-dire est-ce qu'on a intérêt et est-ce qu'on devrait ouvrir les processus d'innovation, alors aussi bien effectivement, là c'était du participatif en interne, mais avec l'externe, et à travers toutes les technologies. Et donc cette notion d'innovation collaborative, avec tous les risques qu'il y a aussi, est-ce qu'elle est applicable, est-ce qu'elle est utilisable? Alors il y a pas mal de travaux qui se font aujourd'hui là-dessus, sur cette idée que ça peut créer de la valeur ajoutée à plusieurs niveaux, ça permet de générer de nouvelles idées, d'en sélectionner, dans la mise en œuvre aussi, puisqu'on va mobiliser davantage de ressources, de moyens, et dans la diffusion des pratiques, on a un phénomène d'appropriation plus important avec des partenaires externes. Donc c'est tout ce qui est notion de réseau, de partenariat. Donc pour conclure, il y a 3 questionnements sur l'innovation stratégique. Quel type d'innovation? Est-ce que c'est au niveau des process, du contenu? Quelle forme d'innovation? Est-ce que c'est une innovation fermée, ouverte, participative, interne, externe? Et quels sont les facteurs clés? Qu'est-ce qui joue, qu'est-ce qui favorise finalement l'adoption, la diffusion et l'appropriation, surtout l'institutionnalisation de nouvelles pratiques au sein d'organisations publiques? Merci. Merci. Je vais demander à un étudiant de master de bien vouloir venir chercher le micro, s'il vous plaît. On va passer directement aux questions pour un quart d'heure. Ce micro doit marcher pour nous. Donc, des questions sur l'innovation stratégique ou des réflexions particulières par rapport aux propos qui ont été tenus. Et si on ne restait par contre, si on le peut, sur l'aspect amont de la fonction de production, on évoquera tout à l'heure l'innovation organisationnelle, où là on sera plus dans les structures, les individus. Qui commence? Merci, c'est gentil. Oui, vous avez parlé d'innovation ouverte, effectivement. C'est quelque chose dont on parle beaucoup, en particulier dans le privé actuellement. Bon, avec d'autres freins qui ne seront pas ceux qu'on va retrouver dans le public. Mais je voulais aussi savoir ce que vous pensiez de l'innovation participative, c'est-à-dire de la gestion des idées du personnel, de façon structurée. Hein. Je ne parle pas de la boîte à idées. Hein. Je ne sais pas, les deux. Bordeaux, je sais, parce qu'ils ont même eu un prix pour ça. Le printemps des idées. Printemps des idées, tous les ans. La direction des ressources humaines organise un appel à bonnes idées auprès du personnel. Et donc, il y a un jury qui se réunit en fin d'année pour valider les différentes propositions. Et cette démarche qui est bien structurée, qui est bien installée dans la collectivité, a été primée effectivement très récemment. On verra aussi tout à l'heure le cas de la ville d'Aix-en-Provence. Cécile Leny, je ne sais pas si elle est arrivée. Si, elle est là, très bien. Qui nous parlera des contrats innovation aussi avec les agents, puisque l'innovation peut venir, et on ne l'a pas évoqué sur le schéma qui a sauté, mais finalement, il ne faut pas avoir en tête l'idée que l'innovation vient que par le haut, même fut-elle stratégique d'ailleurs. On peut imaginer la stratégie, pour nous, en l'occurrence en tant que chercheurs,
elle est le résultat de la confrontation entre une ambition globale qui peut être d'ailleurs une vision top hiérarchie, le maire en priorité si je parle de la commune, avec la réalité concrète du terrain qui est maîtrisée par les agents. Et donc la confrontation, le mix entre les deux peut permettre d'avoir une stratégie qui soit durable et pertinente. Parce qu'on a beaucoup connu de collectivités où finalement on avait des idées, des réflexions stratégiques qui venaient du haut, dans une sorte de planification prépensée et imposée de la haute direction, sans forcément tenir compte des réalités, et on s'aperçoit que ça ne fonctionne pas. Parce qu'une fois qu'elle descend, les agents, n'ayant pas participé à cette émergence stratégique, finalement ne se reconnaissent pas dans les idées qui peuvent être avancées par la haute sphère, je dirais. Mais le contraire n'existe pas non plus. Il ne faut pas imaginer que la stratégie puisse être le résultat des bonnes idées de tous les agents de la collectivité. On a plutôt, nous, tendance à penser que le management stratégique collaboratif ou participatif naît de l'interaction entre les différents acteurs. Et d'ailleurs, c'est pourquoi aujourd'hui on crée de l'interaction aussi entre universitaires et praticiens. Je crois que la vérité existe dans l'échange et pas forcément sur une des deux positions. Juste sur le participatif. Oui, ce que disait David là, sur ce modèle, j'ai pas eu le temps de les présenter, mais les trois approches, approche planificatrice, descendante, ascendante, modèle politique, c'est un mix entre les deux. Sur le participatif, bien évidemment, c'est toutes les théories du changement. Plus vous impliquez en amont les acteurs, plus ils seront susceptibles de mettre en œuvre ce changement. Je vais vous montrer, pour moi, l'aspect peut-être négatif, le participatif externe ou interne, c'est les temps. Le coût, c'est-à-dire que ces échanges, quand j'avais travaillé sur Lyon notamment, c'est-à-dire que c'est un temps infini d'échanges qui peut susciter énormément de frustration. C'est-à-dire que si ces idées réellement, si on ne perçoit pas l'output de sa participation, très vite il y a un désengagement qui se fait. Et puis on s'aperçoit que dans cette participation, notamment pour le collaboratif externe, c'est-à-dire que vous avez des professionnels de la participation, c'est-à-dire que l'idée d'intérêt général ou de gouvernance généralisée, on s'aperçoit que finalement, ce sont souvent ceux qui sont les mieux organisés en groupe ou en groupe d'acteurs qui arrivent à faire passer leurs idées. Donc, il y a un certain nombre de risques qu'il faut connaître. Il y a des temps de développement, des coûts de développement de cette participation, mais qui est relativement importante. Mais il est vrai que quand on voit la démarche, c'est ces temps, et quand on voit la démarche stratégique, comme c'est qu'à Barcelone, c'est des interactions continuelles. Il faut du temps, il faut de la continuité. Et un des facteurs, c'est la continuité aussi politique. C'est-à-dire que très souvent, sur une certaine période, passe un certain nombre d'innovations liées à la stabilité ou politique ou administrative. Mais c'est le modèle vers lequel on tend, mais avec toutes les difficultés et tous les coûts qui peuvent exister. Ouais. Une autre question dans la salle? Peut-être vous présenter, donc Madame Young, vous la connaissez, elle est intervenue tout à l'heure. Ici, une question là. Arnaud Mandeman, DGS du département des Pyrénées-Atlantiques. Ma question était aux deux interlocuteurs, parce que vous avez tous les deux intervenants, employé la même formule. Vous avez dit, vous, Monsieur Lyon, les politiques publiques, ce n'est pas l'organigramme, et vous avez dit, vous, adéquation, structure organisationnelle, la segmentation stratégique. Qu'est-ce qui vous empêche à Bordeaux de mettre en place votre organisation en phase avec votre planification stratégique? Il y a deux écoles, en effet. Voilà. Il y a l'école bordelaise, alors ça fait très droit public, mais à Bordeaux, on n'a pas annoncé en début de démarche qu'on allait adapter l'organigramme à la segmentation politique. Je ne vous cache pas que moi, je me disais, quand je suis arrivé à Bordeaux en 2007, ce serait quand même plus simple si je peux arriver à changer l'organigramme. Enfin, ce n'est pas moi, mais à suggérer cette bonne idée au directeur général des services. Ça ne s'est pas fait comme ça. Alors, après, c'est toujours facile de réinterpréter les choses, mais je ne le regrette pas, parce que pour le coup, je trouve ça très intéressant dans les réunions qu'on a sur les objectifs et sur l'évaluation, d'organiser la confrontation de points de vue. Et je me dis qu'il y a plus de chances qu'il y ait une confrontation de points de vue si les gens sont éloignés dans l'organigramme. Si on les met tous dans la même direction, ils risquent de penser la même chose. Enfin, je caricature volontairement. Le fait qu'ils soient dans des DG différentes, du coup, ils vont apporter leur point de vue sur telle ou telle politique publique. Si toute l'année, ils sont dans le même bureau, je me dis qu'il y aura ce sera peut-être moins riche. C'est un pari que je fais, donc je me dis que c'est pas plus mal qu'on n'ait pas adapté l'organigramme, mais j'en fais pas une réponse définitive. D'autres collectivités ont fait l'inverse. Le Conseil général de la Mayenne, que je connais très bien, a fait exactement l'inverse. Ils ont annoncé la couleur dès le départ. Ils ont dit on fait une arborescence, une segmentation LOLF, et ensuite on adaptera l'organigramme pour que ce soit plus simple. Et ils ont un vice-président qui correspond à une politique, à une mission, à une commission d'élus. Donc tout est bien calé et on peut se dire que c'est plus simple. Donc il n'y a pas de réponse définitive, je crois. Nous, on est resté sur une démarche transversale avec cette confrontation de points de vue.
Mais voilà, c'est que notre point de vue. Je crois que les deux sont possibles. Désolé pour cette réponse de Normand. Moi, je parlais pas en particulier de la ville de Bordeaux, parce que la démarche est vraiment, ce qui est intéressant, vraiment avancé. Je pense qu'il y a un retour d'expérience qui peut être vraiment là en termes de diffusion intéressant pour les autres collectivités locales. Sur l'adaptation, je pense que ça a trait un peu l'analyse de Croziérienne, hein, c'est-à-dire ça modifie tellement de la répartition des responsabilités, des pouvoirs, et donc il y a des résistances, ou il y a des habitudes qui sont relativement difficiles à mettre en place. Et puis en plus, si c'est une notion de projet, c'est-à-dire que si c'est pas amené à durer ou à être quelque chose inscrit dans le temps, modifier totalement les structures selon ce type selon une segmentation qui peut, parce que le but de la stratégie, c'est aussi d'évoluer dans le temps, ça peut être éventuellement là aussi un risque. Après, c'est pas toujours le cas, et ça dépend, je pense, c'est propre à chaque contexte, hein, à chaque collectivité locale, la facilité de modifier cet organigramme. Juste pour compléter, donc ça fait quand même une dizaine d'années qu'on travaille sur ces questions-là. On a une approche qui est plutôt descriptive, c'est-à-dire on a essayé de regarder tout ce qui se passait dans la liaison entre le politique et l'organigramme. Aujourd'hui, je me tente à une approche un peu normative, c'est-à-dire être force de solution. Au regard de l'expérience et des études qu'on a pu mener, moi j'aurais tendance aujourd'hui à dire que l'adéquation totale entre l'organigramme politique et les politiques publiques est une fausse bonne idée. Au départ, c'est vrai que on peut penser que ça simplifie les choses. Sauf que ça a aussi des inconvénients, parce que avec le changement politique, ça veut dire changement des politiques publiques, notamment à travers certains projets qui peuvent être menés, et donc changement de l'organigramme tous les 6 ans. Si je prends l'exemple des communes, ça va mener de l'instabilité qui sera assez importante. C'est un autre inconvénient de mon point de vue qui est encore plus lourd, c'est que ça fait rester la collectivité dans une logique verticale. C'est-à-dire qu'on a des logiques de fonctionnement naturelles, je dirais, en silo. Si on colle les segmentations type politique publique, ma stratégie, mes objectifs, mes actions clés, les activités de la collectivité, avec l'organigramme, c'est-à-dire finalement, on incite la collectivité à rester dans un fonctionnement vertical. Je pense que la vérité, encore une fois, se trouve au milieu. Elle se trouve dans l'interconnexion entre la logique verticale, qui est une logique plutôt organisationnelle, et la logique horizontale, qui est plutôt une logique politique. Et finalement, l'intérêt de ce type de démarche, c'est obliger les acteurs à penser qu'ils ont 2 référentiels. C'est compliqué, mais avoir 2 référentiels. Un référentiel administratif, qui est son organigramme, et un référentiel politique, qui est la stratégie de la collectivité, qui peut bouger au regard des mandats. Alors, cet organigramme qui deviendrait matriciel, finalement, est assez compliqué à mettre en place dans le temps. Ça ne se fait pas en 5 minutes, hein, alors que le changement d'un organigramme peut se faire en 5 minutes et à se décider à 2 autour d'une table. Mais la double vision, finalement, je pense, même si elle est plus difficile à mettre en œuvre, doit être privilégiée. Mais c'est l'approche normative à laquelle je me tente. Juste pour ajouter, je partage tout à fait ce que dit David, mais alors, vous voyez, tout l'intérêt aussi d'aller effectivement parler d'innovation, de regarder ce qui se fait ailleurs, dans d'autres collectivités, dans d'autres secteurs, dans d'autres pays. Là, dans d'autres secteurs, d'aller regarder le fonctionnement des organisations matricielles dans le privé. C'est d'une complexité, effectivement, liée à la répartition, à la dilution des responsabilités, le fait que finalement, on ne sait pas de qui on dépend. Ça, je pense qu'il y a beaucoup à apprendre, même si effectivement, je pense que c'est réellement ce mode d'organisation qui doit prévaloir. Une autre question ? Pour terminer, on va en prendre une autre ou 2 et ensuite on fera la pause. On organisera le second atelier. On réservera les questions pour les autres ateliers qui auront un format un peu normal, je dirais. Alors, observation et question, juste pour rebondir Jérôme sur ce Dupuis, que Université de Lille. David a évoqué. Je crois que ce qui est d'autant plus vrai en termes de politique publique, c'est qu'on ne peut pas imaginer des politiques publiques strictement locales, c'est-à-dire portées par la ville, par l'agglo, par le département, et ainsi de suite. On est obligé de raisonner aujourd'hui dans des politiques territoriales et territorialisées. Et donc cette transversalité qui traverserait les organisations pour arriver sur une logique transorganisationnelle, c'était un des points que Christophe avait évoqué dans un de ses slides, est d'autant plus importante. Et donc ma question par rapport à l'expérience bordelaise, c'est de savoir quel est le degré de maturité, dès lors désormais qu'il y a priori une gouvernance politique unique au niveau de la ville et de la communauté urbaine, quelle est la capacité, à partir de l'expérience de la ville de Bordeaux, d'irriguer
en termes de politique publique et de démarche de performance globale telle que tu l'as évoqué, à l'échelle de l'agglomération au service de la population et de l'ensemble des territoires de l'agglo. Est-ce que j'ai le droit de botter en touche ou... Je vais appeler d'abord mon élu et je répondrai après. Clairement, enfin, c'est effectivement souhaitable qu'on ait une approche intégrée de nos politiques publiques entre la ville et la communauté urbaine. Je fais une réponse très administrative, donc très décevante. On a maintenant le même logiciel financier, donc c'est une entrée vraiment pour le coup. Je suis très décevant, hein, j'entrais par les outils, mais c'est pas anecdotique. On a le même logiciel financier, donc je vous cache pas que si on peut avoir demain une arborescence de nos politiques publiques totalement intégrée entre la ville de Bordeaux et la communauté urbaine de Bordeaux et demain la métropole, oui, c'est souhaitable parce que les sujets, enfin, pour prendre blague à part, les ordures ménagères, la propreté, enfin, on a beaucoup de sujets totalement connectés. On ne peut pas définir des objectifs au niveau de la ville de Bordeaux sans se demander quels sont les objectifs de la communauté urbaine, et demain ce sera encore plus vrai. Donc oui, évidemment, il faut qu'on arrive à aborder ces sujets-là. Après avoir géré les transferts de compétences, il faudra qu'on aborde ce sujet, mais sans surprise, j'ai un petit peu en tête cette question-là. Oui. Une dernière question, après on fera la pause. Monsieur derrière, non, c'est derrière. Oui, bonjour Philippe Laporte, DGS de la ville de Périgueux. Ma question s'adresse à Benoît. Tu n'as pas beaucoup parlé des politiques RH, sachant que la performance collective est souvent quand même la résultante des performances individuelles. Donc, qu'est-ce que vous avez mis en œuvre en gros pour avoir de plus en plus de gens performants et de moins en moins de gens non performants? Donc ça, c'était ma première question. J'ai pas de chiffres précis à donner. Hein. Non, mais est-ce qu'il y a une statistique précise? Enfin, avec des outils évidemment basiques, l'évaluation, les processus de recrutement, etc. Et deuxième question, tu as parlé pas mal de surqualité. En termes de politique des achats, comment vous êtes aussi structuré pour traiter cette surqualité? Est-ce que c'est une centralisation, une décentralisation pour diffuser les bonnes pratiques des achats? Je réponds d'abord à cette question. Les achats, on a recruté 3 acheteurs qui venaient du privé, comme souvent dans ce cas-là, qui sont en charge de la mutualisation des achats, de l'achat économique, et donc qui s'efforcent de mutualiser les achats, effectivement, de restreindre finalement le champ de possibilités en termes d'achat, qu'on ne puisse pas acheter n'importe quoi sur catalogue. Je vais très vite, hein, je suis un peu caricatural, et donc ils ont fait un très gros travail, réaliser de très grosses économies. Et pour tout vous dire, maintenant le chantier, maintenant qu'on a mutualisé les achats, qu'on a baissé le coût unitaire et de manière assez importante, c'est maintenant de traiter tout le processus. C'est pas parce qu'on a baissé le coût unitaire que la facture baisse, c'est-à-dire qu'il faut maintenant s'occuper de l'achat en tant que tel, la fin du processus. Je force le trait très volontairement, mais si on baisse de 10% le prix, on n'aura pas atteint nos objectifs si les directions consomment 10% de plus. Pour forcer un peu le trait. Mais c'est pour vous dire que voilà, on est sur tout le processus, on a traité plutôt le processus d'achat en tant que tel, de marché public, en mutualisant, en recensant mieux nos besoins, en rapprochant les services, et on continue à le faire. Sur le mobilier urbain, là, on a travaillé avec les directions très récemment sur le sujet. Maintenant, il faut qu'on aille jusqu'au bout du processus, jusqu'à l'approvisionnement, et on est en train de le traiter en ayant des magasins mutualisés de plus en plus, donc pour arriver au bout de ce processus. Un magasin mutualisé sur les fournitures scolaires notamment, et avec une professionnalisation de cet achat et du coup une recentralisation. On est vraiment dans les collectivités, dans des cycles où on décentralise et on recentralise après, et les deux se valent évidemment. Mais là, sur les achats, on est en train de recentraliser, professionnaliser la fonction d'achat jusqu'au bout, donc jusqu'à la commande, et c'est cette partie-là qu'on n'avait pas encore bien traitée. Pour revenir sur les questions RH, un premier sujet classique, l'évaluation des agents. On a 3 niveaux d'évaluation, vous l'avez vu, l'évaluation des politiques publiques, l'évaluation annuelle au niveau des secteurs. Évidemment, le troisième niveau qu'on a abordé, en 2009 en l'occurrence, c'est l'évaluation des agents. Donc on avait jusqu'à présent une notation des agents, dont on connaît la pertinence. Une évaluation qui existe toujours malheureusement. On n'est pas passé totalement à l'autre système d'évaluation et d'abandon de la notation. Donc on a un système d'évaluation qui nous permet justement de décliner les objectifs stratégiques, les objectifs au niveau des politiques publiques, au niveau des agents.
ne serait-ce que pour que l'agent connaisse bien les objectifs des politiques publiques. On est parfois très déçu de savoir que les agents ne sont pas informés des objectifs de la collectivité. Ce n'est pas de leur faute, c'est qu'on ne leur a pas dit. Donc cet outil-là de l'évaluation des agents, elle sert aussi à rappeler les objectifs qui le dépassent. Et quand on a dit à l'agent, tu contribues à des objectifs collectifs très stratégiques, je crois qu'on a gagné un petit peu de temps en termes de motivation de l'agent. Après, les enjeux RH, c'est bien sûr les questions d'absentéisme. On est comme toutes les collectivités, on essaie d'y travailler autant que possible, mais c'est un enjeu très fort en termes d'optimisation pour les prochaines années. En termes de management, pour relier quand même au sujet RH, on est entré dans un deuxième cycle de formation au management dans la collectivité. Il y avait eu un premier cycle en 2006 et 2007. Et le second cycle a commencé en juin 2013 et se terminera à l'été 2014. Formation des 250 managers de la collectivité. Le premier cycle était vraiment selon un format identique pour tous. Ce second cycle est un format à la carte, c'est-à-dire que les managers avaient un passeport formation de 10 jours et pouvaient choisir des formations en lien avec leur supérieur hiérarchique pour évoluer dans leur management. On est effectivement, c'est ce que je vois derrière la question, dans un changement d'abord culturel. Comment faire se développer la culture de gestion de la collectivité. Et donc nos formations vont servir à cela. On a beaucoup de formations sur la gestion de projet. La semaine prochaine, on va sortir un guide méthodologique qui a été produit dans ma direction, un guide méthodologique de gestion de projet dans la collectivité qui a été construit, on parlait de participatif, qui a été construit avec un représentant de chaque direction générale. Donc on va sortir ce guide avec des documents types très très opérationnels pour bien gérer les projets. Dernier point, et je voyais bien cette question malicieuse sur la rémunération au mérite poindre. On n'a pas vraiment de système en tant que tel de rémunération au mérite. Moi, j'ai pas d'a priori idéologique sur le sujet. Ça me choque pas qu'on récompense les meilleurs, y compris sur le plan financier, et qu'on sanctionne les moins méritants. On sait que ça existe. Pour autant, si je suis pas hostile sur le principe, dans les faits, ça fonctionne pas très bien, je crois, et beaucoup d'entreprises privées en reviennent et se rendent compte que les personnes qui bénéficient de ces primes s'y habituent et les personnes qui ne bénéficient pas de ces primes s'y habituent aussi. Donc ça peut être un système qui se sclérose également, même si il peut avoir son utilité, mais simplement complémentaire de tous les autres outils RH et managériaux. Donc c'est que la fin de l'histoire éventuellement d'adopter une rémunération au mérite qui ne peut intervenir que quand on a un système d'évaluation très bien intégré dans la collectivité. C'est un préalable. On reviendra sur ces questions qui sont plutôt là, de l'ordre organisationnel. Dans l'atelier numéro 2, juste un élément pour faire le lien avec la partie stratégique. Là encore une vision un peu normative. Au regard des pratiques, on s'aperçoit, si je rebondis sur la question RH, qu'il y a souvent un décloisonnement fort, un cloisonnement fort entre l'approche stratégique, les politiques publiques, les actions menées par la collectivité, l'approche financière. Le budget peut être tout à fait fait de manière indépendante de l'approche politique publique. Et l'approche RH. Si je prends un exemple, on a travaillé avec une collectivité sur cet effet de cloisonnement qu'on a essayé de dépasser. À travers un exemple tout simple, c'est qu'à partir du moment où le projet politique de la collectivité change, il faut absolument que ça ait un impact, par exemple, sur les fiches de poste des agents. Dans les fiches de poste des agents, on a quoi? On a les missions de l'agent, les objectifs vers lesquels ils doivent tendre, les actions ou les activités qu'ils vont mener, voire avec un niveau de détail très fort, les tâches, les compétences de la collectivité. Il nous semble, après je ne dis pas que c'est la vérité, il nous semble qu'il est important qu'à partir du moment où les politiques publiques peuvent changer, qu'il y ait une réflexion sur le degré de cohérence avec les agents et les personnes qui vont mettre en œuvre ce projet politique. Simplement une liaison entre les deux. Voilà, après, je ne dis pas que c'est facile à faire, mais au moins qu'il y ait une liaison entre les deux. Je propose qu'on fasse une pause et on engage le débat sur le deuxième atelier après la pause.